comment dire, on peut synthétiser les choses de cette manière-là. C'est-à-dire que ici, sur l'image, vous avez au centre de l'image ce que nous appelons la culture africaine, ou qu'on peut appeler aussi le folklore. Et dans ce folklore ou dans cette culture, il y a deux éléments distincts qu'on peut distinguer. Il y a ce que nous appellerons le mindset ou l'imaginaire. L'imaginaire des peuples, voilà, tous les peuples ont un imaginaire, ont des mythologies, ont une vision du monde, un mindset, une manière de vivre en société, de considérer les personnes âgées. Voilà, chaque population a une vision du monde, on va dire, une manière de se représenter le monde. Ensuite, un deuxième élément, c'est la production culturelle. Et ces deux éléments sont, bien évidemment, interagissent, ne sont pas indépendants, mais par contre peuvent clairement se distinguer, sont deux choses distinctes. La production culturelle, en gros, c'est tout ce qui est, ce sont les habits, les danses, tout ce qui est culinaire, les repas, etc., enfin la nourriture, quoi. Tout ce qui est architecture, comment dire, les constructions, etc. Ça, c'est plutôt de la production culturelle. Donc, si on va dans toutes les cultures, tous les folklores du monde, on retrouvera à minima ces deux éléments, c'est-à-dire une vision du monde, une manière de se représenter le monde, avec des codes moraux. Voilà. En Afrique, par exemple, il y a plein de notions, le respect des aînés, des choses comme ça. Ensuite, il y a la production culturelle. Alors, tout ça, c'est de la production humaine, c'est-à-dire que ce sont les humains qui produisent ça. C'est la vision du monde, ce sont des groupes humains qui produisent cette vision du monde et ça leur permet de vivre dans un certain milieu et de reproduire leur vie et leur mode de vie. Et la production culturelle aussi permet de faire cela. Et tout ça, c'est de la production humaine. À gauche, vous avez ce qui vient, ce sont les interactions entre la culture et l'environnement. Donc ici, du haut en bas, à gauche, vous voyez, il y a marqué environnement. En gros, c'est de la nature vierge. Et le rôle de l'homme dans l'histoire, c'est que finalement, il est parti, il a trouvé une nature qu'on va appeler vierge, et il s'est mis à aménager cette nature-là. Donc, il y a un aménagement de l'environnement autour de soi pour des raisons de sécurité. Parce que quand on est dans la forêt, il y a des bêtes sauvages, etc. Il faut aménager un espace de sécurité pour ne pas se retrouver tout le temps avec des bêtes. Voilà, on met des murs, murs, par exemple, dans la forêt, chez les pygmées, on met des murs en chaume, des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de se protéger de la nature immédiate et d'avoir un minimum de confort pour des raisons de survie. Parce que quand on est dans la nature et qu'on est exposé aux animaux sauvages, c'est une question de survie. Ensuite, progressivement, l'homme, contrairement aux animaux, il a, grâce à des techniques de production, des modes qu'on appelle des modes de production, il a progressivement aménagé l'environnement pour toujours emmener plus de sécurité, plus de confort, et pour optimiser la survie de son espèce. C'est-à-dire que plus on s'éloignait de la nature, moins on était soumis aux aléas de la nature, aléas climatiques, les animaux venimeux, des choses comme ça. Et progressivement, on est allé vers ce qu'on appelle le progrès matériel. Pour arriver, on peut se le représenter, on part du petit village de forêt équatoriale pour arriver à une grande ville telle que New York, par exemple. Les humains, les humains, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait notamment avec ce qu'on appelle ici, vous voyez à gauche, ce qu'on appelle des modes de production. En gros, les modes de production, ce sont un ensemble de pratiques de production d'aliments, et aussi de production d'outils, etc., qui permettent d'optimiser sa vie, la production de nourriture,
et aussi autour de soi, la construction, des matériaux de diverses natures, etc. En gros, dans l'histoire humaine, on est parti, depuis que l'homme est dans la nature, on va dire, il est parti depuis des environnements vierges vers des environnements de plus en plus, qu'on appelle aujourd'hui artificiels, c'est-à-dire des environnements aménagés par l'homme, grâce à des modes de production. Donc, à gauche, c'est l'impact de l'homme sur l'environnement. Et vous voyez, la flèche, comment dire, la flèche a deux sens, c'est-à-dire qu'il y a un impact de la culture de l'homme sur l'environnement et un impact de l'environnement sur la culture des hommes. D'autre part, il y a ce qu'on va appeler les structures familiales. Les structures familiales, en gros, c'est tout ce qui est clan, tout ce qui est matrilinéarité, patrilinéarité, famille nucléaire, des choses comme ça. Et ça interagit aussi avec la culture et le folklore. Suivant les régions où on est dans le monde, avec les peuples qu'on a en face, ils n'ont pas la même vision, enfin, ce ne sont pas les mêmes structures familiales qu'on y trouve aujourd'hui, quand on voit l'évolution des structures familiales. Mais il y a des théories, il y a des études qui montrent que, à l'origine, chez les premiers hommes, les tout premiers, il y avait des structures familiales qui se ressemblaient. Il y a un modèle de structure familiale qui revient souvent. Et donc ça, comment dire, ça c'est très important à retenir, c'est qu'il y a une constante anthropologique des structures familiales à l'origine. Mais après, plus tard, il y a une évolution et puis chaque groupe humain fait des choix différents. Mais au début, il y a des constantes. Et s'il y a des constantes, c'est parce que tout simplement, les hommes, partout où ils sont sur la Terre, en gros, biologiquement et génétiquement, ils sont ils sont similaires globalement, à part, bien évidemment, il y a comment dire, il y a des diversités, une diversité génétique. Mais globalement, les humains, comment dire, ils représentent la même espèce, en tout cas l'Homo sapiens sapiens. Et donc ça, au début, les structures familiales se ressemblaient globalement. Il y a une tendance des structures familiales. Donc, il faut vraiment, le plus important ici, c'est juste de retenir, c'est qu'il y a la culture est soumise à deux choses et interagit avec deux choses. D'une part, l'environnement, et d'autre part, les structures familiales. Mais les structures familiales, ça rejoint beaucoup le mindset, beaucoup l'imaginaire. Mais par contre, c'est quand même distinct parce que au départ, il y a une constante anthropologique des structures familiales, c'est-à-dire que les structures familiales, globalement, elles se ressemblaient au départ avant qu'il y ait eu des différences suivant l'évolution des groupes humains, l'environnement, etc. Alors, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va uniquement regarder l'environnement, l'impact de l'environnement sur les cultures humaines et comment différents paramètres de l'environnement ont un impact sur la culture. On ne regardera pas, pour aujourd'hui, on ne va pas voir les structures familiales. On le verra peut-être plus tard, quand on aura le temps, dans un prochain live, probablement. Mais les structures familiales, on n'en parlera pas aujourd'hui. On parlera aujourd'hui essentiellement de l'environnement. Et ce sera aussi un peu le cas du deuxième live sur ce sujet avec Chris. On va vraiment s'axer sur l'environnement, même si, de temps en temps, lors du deuxième live, on évoquera aussi des structures familiales parce que toutes ces choses, en fait, sont imbriquées, en fait. Donc, pour aujourd'hui, on va voir uniquement les paramètres environnementaux. Alors, juste petite pause. Alors, juste les commentaires rapidement. Donc, je vois qu'il y en a qui est arrivé. Donc, salut à toi. Fais ta prière. Salut à toi. Il y a Cadoualien qui est là. Cadoualien Boscogne, salut à toi. Et JM, salut tous ceux qui nous rejoignent. Salut à vous. Alors, donc, on va continuer notre présentation. Pour ceux qui arrivent un peu plus tard, n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous avez manquées, vous avez des questions, vous pourrez poser des questions à la fin. Il n'y aura que 13 slides, si vous voulez, que je présenterai. Donc, gardez bien vos questions et puis vous poserez vos questions à la fin. Et pour les plus impatients, ma foi, vous pouvez quand même mettre 2-3 questions dans les commentaires. On peut y répondre en passant.
Alors, il y a Ayenoué qui dit avec l'afrophilo, on apprend beaucoup, que tu sois aigle ou kémite. Je ne sais pas c'est quoi un aigle, aigle ou kémite. Alors, notre deuxième, la deuxième image que je veux vous montrer, c'est cette image-là. C'est-à-dire que c'est très important de comprendre ça parce que ici, vous voyez deux groupes de livres, deux gammes de livres. Il y a des livres à gauche et il y a des livres à droite. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que à gauche, vous voyez deux livres écrits par deux auteurs différents. Tout à gauche, c'est Very Gordon Childe, qui est un archéologue, historien australien de la fin du 19e siècle, début du 20e. Et il y a un autre qui s'appelle Jared Diamond, qui est notre contemporain, puisqu'il est professeur aujourd'hui. Alors, il doit peut-être à la retraite aujourd'hui, mais c'est un grand géographe, anthropologue, environnementaliste américain, qui a écrit plein de livres best-sellers. Et donc, ce sont, comment dire, les travaux de ces deux auteurs m'ont pas mal aidé dans la méthode de raisonnement. Donc, c'est pour ça que vous voyez en bas, il y a marqué méthode d'analyse matérialiste. En fait, ces deux auteurs appartiennent à ce qu'on appelle l'école matérialiste, qui est la même école que pour ceux qui suivent les lives précédents, notamment, et qui sont dans le club de lecture. Vous avez maintenant globalement ces catégories parce que vous avez lu bien évidemment le livre de Georges Politzer. Vous savez c'est quoi le matérialisme, vous savez c'est quoi l'idéalisme. Et cette école de pensée-là, les travaux faits par ces deux auteurs appartiennent à l'école de pensée matérialiste. C'est pour ça que c'est marqué méthode d'analyse matérialiste. Et globalement, on appelle ça de l'anthropologie matérialiste. En gros, c'est observer des données archéologiques et à partir de ça, déduire des évolutions de population, des évolutions démographiques, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, avec les outils qu'on retrouve, etc., définir des évolutions de société, des évolutions de mode de production, à partir des éléments retrouvés sur des sites archéologiques. Globalement, pour simplifier, je peux simplifier ça comme ça. Donc ça, c'est la méthode. Il se trouve que ces deux auteurs, Very Gordon Childe, il était australien, et Jared Diamond, il est américain. Donc ce ne sont pas des Africains, et ils n'ont pas beaucoup travaillé sur l'Afrique. Donc leur méthode d'analyse, quand on lit leurs ouvrages et leurs travaux, ils ont quelques exemples sur l'Afrique, mais globalement, ça reste, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'arguments sur l'Afrique. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien évidemment lu les livres à droite, qui sont pour le coup des livres d'auteurs africains qui ont écrit pas mal sur l'histoire de l'Afrique. Donc bien évidemment, vous reconnaissez l'Afrique noire précoloniale de Cheikh Anta Diop et Histoire de l'Afrique noire de Joseph Kizerbo, qui sont un peu les deux gros historiens, on va dire, du 20e de l'Afrique. Enfin, les plus célèbres, mais il y en a plein d'autres, bien évidemment. Et en dessous, vous avez la série des livres Histoire générale de l'Afrique, Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, qui sont une compilation, une sorte de, enfin, c'est globalement 7 ou 8 tomes de livres sur l'histoire de l'Afrique, 7 ou 8 tomes chronologiques de l'histoire de l'Afrique, et en fait, chaque tome est un livre. Et dans chaque tome, il y a des chapitres qui sont écrits sous forme d'articles. Et chaque article a un auteur précis. Par exemple, Cheikh Anta Diop, il a écrit un chapitre, dont je ne sais plus exactement quel tome, peut-être le premier et le deuxième, où il parle de l'Égypte antique. Kizerbo a écrit plusieurs chapitres. Il y a plein d'autres, notamment des historiens maghrébins qui ont aussi écrit des chapitres, quelques historiens européens, etc. C'est vraiment un travail de consensus entre plusieurs historiens, plusieurs linguistes, plusieurs spécialistes de l'histoire de l'époque. Ça, c'est vraiment aujourd'hui, c'est le travail le plus complet sur l'histoire de l'Afrique aujourd'hui. Il n'y a pas plus complet que ça. Donc, quand on veut parler d'Afrique, on ne peut pas faire outre que l'histoire générale de l'UNESCO, parce que tout le monde tout le monde a travaillé globalement, hein, les grandes têtes d'affiches de l'époque ont travaillé sur ces livres-là, sur ces séries de livres. Et il me semble que d'ailleurs,
Kizerbo, il a été directeur d'édition du premier ou du deuxième tome. Je pense que c'est peut-être le deuxième tome sur l'histoire ancienne. Je le dis vraiment de tête. Et donc, ces livres-là m'ont permis d'avoir des données sur l'Afrique, des vraies données concrètes. Et du coup, vous comprenez bien que on a la méthode d'analyse qui vient des matérialistes australiens et américains, et on a les données en Afrique. Et du coup, on peut voir déjà si leur méthode de raisonnement matérialiste colle avec les données qu'on a en Afrique, et si ça colle, en quoi on peut en tirer des éléments pour expliquer l'évolution des trajectoires des différentes populations africaines. Voilà, c'est un peu ça l'idée de ces ouvrages-là. Pour les différents livres, pour ceux qui sont dans le club de lecture, c'est très simple, on lira tous ces livres-là. Verrez Gordon Child dans le club de lecture, on le lira. On ne lira pas celui-ci qui s'appelle Introduction à l'archéologie, mais on lira son livre le plus accessible qui se nomme Naissance de la civilisation. En anglais, c'est Man Do Himself, un truc comme ça. Enfin, l'homme se fait lui-même, en gros, un truc comme ça. Et Jared Diamond, par contre, on l'a pas dans le programme de lecture du club de lecture aujourd'hui, mais peut-être qu'on le complétera plus tard, à voir, parce qu'on ne pouvait pas mettre tous les livres, bien évidemment. Mais Jared Diamond, c'est vraiment un gros auteur sur ces choses-là, vraiment un auteur contemporain qui a montré l'impact important de l'environnement sur l'évolution des groupes humains. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire ça. Je sais qu'il y a, dans le cadre du club de lecture, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un Thomas Sowell qui ferait un travail, qui est un noir, peut-être un noir des Antilles ou des Amériques. Je suis en train de me renseigner encore sur lui, j'avoue que je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais qui a fait des mêmes travaux à peu près que Verey Gordon Child ou Jared Diamond. Donc ça, c'est un travail que je fais en parallèle, c'est essayer de me renseigner sur des auteurs supplémentaires qui ont écrit sur les mêmes choses, et puis recroiser les données pour voir si tout ça est cohérent, en fait. Parce que l'idée, c'est toujours de regrouper plusieurs informations, plusieurs auteurs, pour voir finalement si l'argumentation est... pour voir si tout ça est cohérent et où est-ce qu'il y a des contradictions. Et ça, c'est vraiment une démarche qu'on appelle une démarche positive, de prendre toutes les données, d'avancer progressivement, et s'il y a des données qui infirment les hypothèses initiales, on abandonne. S'il y a des données qui ne font que confirmer, on garde. Et ça, c'est une démarche honnête, à mon avis, pour apprendre, pour améliorer notre connaissance de l'histoire et surtout ne pas tomber dans ce qu'on vit dans notre époque, qui est un peu une époque d'idéologie où chacun dit un peu ce qu'il veut. Malheureusement, souvent, en balayant bien de la main les réalités complexes et les nuances et tous les travaux qui ont déjà été faits sérieux, en choisissant toujours ce qu'on veut, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, bien évidemment, dans le club de lecture, on lira Cher Diop, mais par contre, on ne lira pas l'Afrique noire précoloniale, mais on lira Civilisation, Barbarie. Et on lira aussi ce livre de Kizerbo qui est présenté ici, qui est l'histoire de l'Afrique noire, en sachant que les livres de l'UNESCO, on ne les lira pas parce qu'il y a trop de tomes et que c'est trop technique. Pour le coup, à côté des livres Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, les livres de Cher Diop et notamment et surtout de Kizerbo, ce sont vraiment des livres de vulgarisation accessibles à tout le monde. Les livres l'histoire générale de l'Afrique, c'est vraiment très... c'est vrai que ce sont des livres qui sont censés ouvrir un peu ces choses-là à tout le monde, mais globalement, ça reste quand même... il faut vraiment s'y intéresser et il faut vraiment les lire, quoi. Ça nécessite vraiment un vrai travail et des vraies recherches. On ne peut pas juste les lire comme ça, comme des romans, quoi. Il y a des cartes, etc. C'est assez fourni, assez appuyé. Donc, voilà. Alors, pour continuer, que nous apprennent donc ces auteurs de l'anthropologie matérialiste? Alors, ils nous apprennent qu'il y a quelque chose qui est très important, qui est arrivé dans l'histoire, qui s'appelle la révolution agricole. La révolution agricole, en gros, c'est à partir du moment où les hommes, en améliorant leur méthode de production, leur mode de production, ont pu passer de statuts où ils étaient avant des gens qui vivaient finalement que de la cueillette un peu et de la chasse,
ils ont, par des techniques de plus en plus innovantes, fait d'abord de l'agriculture de passage, de l'agriculture à roue, que certains auteurs appellent, notamment dans l'histoire générale de l'Afrique, où en gros on fait de l'agriculture vivrière itinérante. Donc on fait un peu d'agriculture sur un lopin de terre, et puis on va faire plus tard, et puis on va faire à côté, et puis on va faire à côté, en faisant avec des techniques de brûlis, etc. Et l'homme est parti de ça pour avoir, grâce à des méthodes de production de plus en plus efficaces, optimiser toujours la production agricole, augmenter le rendement agricole. En gros, le rendement agricole, c'est quoi? Sur, par exemple, 1 hectare, quand je fais du maïs, je produis, avant, on produisait, par exemple, je dis n'importe quoi, 50 kilos de maïs, parce qu'on n'avait pas optimisé les méthodes comment dire, de production, quoi, les rendements, parce qu'on n'avait pas, par exemple, on n'avait pas la roue, on n'avait pas les bœufs pour sarcler la terre, on n'avait pas, voilà, on faisait tout à la main, etc. On n'avait que la houe, ou même avant la houe, parce qu'à la houe, il fallait déjà avoir le fer. On avait d'abord des pierres, par exemple, pendant le néolithique, etc. Et donc, tous ces éléments que les hommes ont mis en place progressivement par de l'intelligence et par du raisonnement, ça fait que, progressivement, on est passé d'un rendement, par exemple, sur 1 hectare, je dis n'importe quoi, on produisait, il y a des milliers d'années, on produisait 50 kilos, je dis n'importe quoi. Mais c'est juste pour illustrer, 50 kilos de maïs, mais aujourd'hui, on peut, sur 1 hectare, produire, par exemple, 4 tonnes de maïs, par exemple, ou 5 tonnes. Mais le mécanisme le plus important à comprendre là, c'est que dès le moment où on a commencé à produire énormément pour une même surface agricole, on a augmenté ce qu'on appelle le rendement agricole. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que la même quantité de personnes qui travaillaient sur le même lopin de terre arrivent à produire beaucoup plus de nourriture par rapport à avant. Et ça, en fait, ça fait que tout le monde n'a plus besoin de participer à la production agricole. Parce qu'avant, vous vous doutez bien que tout le monde devait, en gros, avoir son lopin de terre pour vivre. À partir du moment où on a fait la révolution agricole, on a tellement augmenté la production agricole que tout le monde n'avait plus besoin d'aller au champ pour faire de l'agriculture. Et ça, c'est très important à comprendre parce que vu que tout le monde n'a plus besoin d'aller au champ pour faire l'agriculture, bah, les gens peuvent se spécialiser pour faire d'autres métiers. C'est à partir de là que naît la division du travail, la fameuse division du travail. Donc, la première division du travail, c'est la division du travail, on va dire, entre l'homme et la femme, où l'homme, il défrichait la terre, il faisait des travaux un peu plus durs et intenses, mais dans des laps de temps courts, et où la femme, elle faisait de l'agriculture. Enfin, moi, je connais un peu ça dans les villages, par exemple, le village de ma grand-mère, c'est comme ça, elle a un panier en osier sur le dos, et puis elle va avec sa houe, elle va le matin, elle fait l'agriculture sur un petit lopin de terre qui peut faire 500 mètres carrés ou 300 mètres carrés. Ou plus, hein, même, quand elle est aidée par beaucoup de gens. Et donc, voilà, elle le fait avec sa houe, etc. Et ça, en gros, c'est une agriculture. À la fin, ça donnait des toutes petites productions. Et c'est ce qu'on appelle, en gros, de l'agriculture vivrière. Et dans l'autre cas, vu qu'on a augmenté le rendement le rendement agricole, bah, ça fait que dans la société, il y a des nouveaux métiers qui naissent. Les gens peuvent se consacrer pour d'autres métiers, pour des métiers autres que la production agricole, parce qu'on a augmenté le rendement agricole. Et donc, c'est à partir de ce moment que naissent des métiers vraiment spécialisés. C'est le début de la spécialisation, avec des gens qui travaillent le métal, donc les premiers métallurgistes, les gens qui fondent les métaux, etc., avec tous les fours, etc. Il y a des potiers qui naissent, il y a des artisans qui naissent, en Égypte, il y a même des mathématiciens qui naissent, il y a des... Voilà, mais tous ces gens, il y a même des ingénieurs, etc., mais tous ces gens ne peuvent exister que parce qu'on a fait une révolution agricole en amont. Si tout le monde doit aller au champ pour produire, les gens n'ont pas le temps de se consacrer à autre chose. Les gens n'ont pas le temps de se consacrer à des travaux d'écriture, à faire des formules mathématiques, à faire de la philosophie, etc. Ça, c'est pas possible quand on n'a pas fait de révolution agricole. C'est pour ça que la révolution agricole, c'est important dans l'histoire humaine parce que c'est un point clé qui permet de passer à l'étape de la division du travail et de la spécialisation. Et c'est pour ça que dans la présentation, vous voyez division du travail, spécialisation, amélioration des techniques à gauche. Et puis à droite, élément très important, c'est aussi ce qui est préalable
à l'explosion démographique. Parce que quand on améliore la productivité et le rendement agricole, bien évidemment, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent… enfin, la nourriture est plus abondante, donc on peut beaucoup plus se multiplier de manière beaucoup plus facile que dans des communautés, par exemple, où on n'a pas à manger. Quand on n'a pas à manger, il y a des enfants qui ont de la famine, il y a de la mortalité infantile, en tout cas beaucoup plus de mortalité infantile, etc., pour des raisons de nutrition, de malnutrition. Et quand on a vraiment passé ce stade de la révolution agricole, globalement, on arrive à avoir un boom démographique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens. Et vous savez que le boom démographique, c'est un stimulant pour le commerce. Parce que plus il y a des gens, plus il y a des gens qui peuvent vendre et acheter. Et ça crée un boom, comment dire, ça crée le début du commerce, quoi. Et aussi, vu qu'il y a en plus, il y a des surplus agricoles, malgré le fait que tout le monde puisse se nourrir, ben, c'est un peu après, comme vous savez, à l'époque, par exemple, de l'Égypte, l'Égypte a déversé son blé quasiment sur toute la Méditerranée, sur beaucoup de localités autour de la Méditerranée, parce qu'ils avaient vraiment réussi à faire cette révolution agricole. Et d'ailleurs, on verra pourquoi ils ont réussi à faire cette révolution agricole, eux, et pas d'autres, par exemple, au sud du Sahara, par exemple. C'est voilà, pour des raisons d'environnement. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui disent de mettre des likes. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Je vois qu'on est bientôt 140 et qu'il y a même pas 100 likes. Donc, je vous appelle, je vous encourage à mettre des pouces bleus pour nous encourager dans ce genre d'initiative. N'hésitez pas, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce qui contrôle cette révolution agricole? Et c'est là que ça devient très important. Il y a plusieurs paramètres qui contrôlent la révolution agricole. Et ça, c'est très important. Et c'est là où la chose devient complexe. Parce que vu qu'il y a plusieurs paramètres, et en plus, ces paramètres s'imbriquent entre eux, donc ça devient très difficile de catégoriser et de créer des catégories simples. C'est un exercice que j'ai essayé de faire ici, qui n'est pas exhaustif, mais par contre, le plus important, c'est bien d'avoir ces éléments en tête et de voir en quoi ces éléments ont un impact sur la révolution agricole. Alors, c'est vrai qu'à ce stade, on pourrait se poser la question, la révolution agricole, on peut quand même se poser des questions. Et j'appelle beaucoup d'Africains à se poser des questions. Pourquoi? Les Égyptiens ont fait la révolution agricole il y a moins 5000 ans. Il y a moins 5000 ans. Moins 5000 ou moins 6000 ans, à peu près, les Égyptiens. En tout cas, les débuts de la révolution agricole, parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est sur des centaines d'années. Mais vraiment, c'est ça. Mais par contre, par exemple, dans le village de ma grand-mère, il n'y a toujours pas de révolution agricole. Et pourtant, on est en 2020. Il n'y a pas de révolution agricole. Ils ne sont pas aussi efficaces. Enfin, aujourd'hui, dans beaucoup de villages d'Afrique centrale, les gens sont beaucoup moins efficaces en termes de productivité agricole que les Égyptiens il y a moins 5000 ans. Et en tant que chercheur, en tant qu'historien, en tant qu'anthropologue, il fallait répondre à ces questions-là, à ces décalages entre des sociétés qui sont a priori ici sur le même continent. Et pour ça, il fallait faire appel à des… Enfin, il faut expliquer ça par des évolutions d'environnement, etc. Et c'est là où la chose devient très intéressante. Et c'est aussi là où on peut quand même se poser des questions. C'est-à-dire que si comment dire, les Égyptiens, il y a moins 5000 ans, ont fait une révolution agricole, ils ont été les premiers, mais ils ont été tout de suite après ou presque en même temps, il y a eu d'autres bassins agricoles. Hein. Il y a eu le bassin du Tigre et de l'Euphrate, ce qui a donné la Mésopotamie en Babylone. Hein. Toute la région de l'Irak aujourd'hui, ça a aussi été un grand centre de révolution agricole. Aussi le bassin de l'Indus en Inde et le bassin de l'Indus et du Gange dans la région de l'Inde et du sud de la Chine. Globalement, c'était des régions où il y a eu des révolutions agricoles. Mais par contre, effectivement, on pourrait se poser la question, comment, à 5000 ans d'écart, il y a des gens qui ont fait la révolution agricole et il y a des gens qui ne l'ont toujours pas fait jusqu'à aujourd'hui. On peut quand même se poser la question. Et ça, ce sont des questions qu'on verra dans le club de lecture parce que on le verra notamment avec tout ce qu'on appelle matérialisme dialectique. Il y a une loi il y a une loi qu'on appelle le saut qualitatif dans l'histoire, et c'est ce qui explique ce genre d'écart entre différents groupes à la même époque. Et c'est ce qui fait que
Par exemple, on ne voit pas ça qu'entre les Égyptiens. Par exemple, les Égyptiens ont fait la révolution agricole il y a moins 5000 ans, mais par exemple, en Europe, ils l'ont fait pendant le Moyen Âge. Ils l'ont fait entre 500 après Jésus-Christ et 1000 ou 1300 après Jésus-Christ. Donc, et entre moins 5000 et 500, vous voyez, il y a plus de 5000 ans. Enfin, il y a plus de, si on prend le décalage, il y a peut-être 4000, voire 5000 ans. Donc, voilà, ce sont des choses qui nous doivent, enfin, on doit s'interroger sur ça, parce qu'aujourd'hui, on vit concrètement dans le monde. À la même époque où on vit, il y a des pygmées. Il y a, en Amérique latine, il y a des gens qui vivent encore dans des conditions presque préhistoriques, c'est-à-dire ils n'ont pas d'écriture, etc. Pour certains même, ils sont encore, ils ont à peine la houe et le fer. Mais aujourd'hui, à la même époque, on envoie des gens, on envoie des fusées dans l'espace. Voilà, on fait des choses. On a des smartphones, etc. Et voilà, voilà. Alors, je vois des gens qui disent le drame de l'Afrique. Il faut préciser que ce n'est pas propre à l'Afrique, hein, et on le verra tout à l'heure. Il faut savoir que des équivalents de pygmées, des choses comme ça, il y en a en Indonésie, au sud de l'Inde aussi. Il y en a en Amérique latine notamment. On verra un peu pourquoi. Notamment dans le bassin de l'Amazonie, dans l'Amazonie, quoi, la grande forêt. Il y a encore de ça, et ce n'est pas une spécificité africaine, attention, c'est quelque chose d'universel. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais, j'ai bien distingué ce qui était des constantes anthropologiques au début, avant qu'il y ait après des choix humains de chaque groupe en fonction de l'environnement et en fonction d'autres paramètres tels que la culture, la représentation, la vision du monde, etc. Mais bon, on reviendra un peu de ça. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de la spécificité africaine. Voilà, donc les mêmes écarts de productivité agricole qu'on retrouve entre, par exemple, les Égyptiens et les Pygmées, ou bien même beaucoup de Bantous aujourd'hui, ce sont des choses qu'on a retrouvées, par exemple, entre les Égyptiens et les Germains qui ont donné les Allemands, par exemple. Les Germains, les Allemands, ou les Celtes qui ont donné les Français, etc. Ils n'avaient pas fait de révolution agricole jusqu'à 500 après Jésus-Christ. C'est à partir de 500, avec les grands défrichements, jusque dans les années 1300, 1400, pendant le Moyen-Âge, qu'il y a vraiment eu un défrichement et puis une grande productivité agricole. Mais avant ça, ce n'était pas fait. Donc, ces écarts-là, on ne le voit pas qu'en Afrique. Et on peut faire ce parallèle avec plein d'autres régions dans le monde. Donc, il ne faut vraiment pas tomber, dans ces petits biais-là. Mais pour ne pas tomber dans ça, bien évidemment, il faut lire les livres qu'il évoque. Parce qu'on ne peut pas juste fonctionner par instinct. Donc, les paramètres qui contrôlent cette révolution agricole importante, il y a tout ce qui est topographie et hydrographie. En gros, la topographie, ce sont les montagnes et les vallées, globalement. On va voir on va voir la carte de la distribution des royaumes en Afrique, des royaumes et des empires, et vous allez voir, ça épouse parfaitement, ça épouse parfaitement les flancs des plateaux, et il y a une logique globale entre les plateaux, les zones de grands bassins forestiers tels que la forêt du Mayombe, la forêt équatoriale, pardon. Il y a une logique entre la distribution des peuples, la topographie et l'hydrographie. L'hydrographie, ce sont les cours d'eau. On va voir tout à l'heure, vous savez, les grands cours d'eau d'Afrique, il y a le Niger, et ce n'est pas par hasard que c'est au niveau de la boucle du Niger qu'il y a eu les empires du Mali, du Sanrail et du Ghana, ou du Ouagadougou, qui se sont succédés à peu près au même endroit. C'est pas par hasard, hein. C'est parce qu'il y a le Niger, il y a la boucle du Niger qui est là. Le royaume Congo ou l'empire du Congo, c'est parce qu'il y a le fleuve Congo. Voilà, on va le voir tout à l'heure. Bien évidemment, l'Égypte avec le Nil, hein. Bien évidemment, on ne le rappelle plus. Donc voilà, c'est la topographie et l'hydrographie contrôlent la distribution des peuples, des empires, des grands empires et des royaumes. Ensuite, il y a la morphologie du continent. Ça, c'est un paramètre, mais vraiment majeur. En fait, tous les paramètres sont majeurs. Mais la morphologie du continent, c'est très important parce que on va voir tout à l'heure que l'Afrique, c'est un continent nord-sud qui s'allonge nord-sud en recoupant plusieurs latitudes et plusieurs climats. Et ça a été un paramètre qui est très important, avec des paysages qui varient beaucoup. Et ça a un impact sur les migrations, sur les échanges de connaissances à l'intérieur de l'Afrique, depuis la zone méditerranéenne notamment. Et ça a aussi un impact sur les migrations et sur la distribution de certains animaux
tels que des animaux d'élevage, etc. D'où le retard, justement, de certaines régions sur la révolution agricole. Ensuite, il y a les migrations. Les migrations, c'est très important parce que c'est lié directement avec les structures familiales. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on développera plus tard. C'est que, en fait, les clans s'installent sur des territoires, souvent l'ancienneté des clans, parce que dans l'ancien monde et dans les structures très traditionnelles il y a très longtemps, ou même un peu plus modernes, c'est que ce sont des vagues d'immigration sur des territoires qui définissaient l'ancienneté de clans par rapport à d'autres. Et c'est sur la base de cette ancienneté de clans qu'il y avait des clans qui étaient des clans pères ou des clans mères, si vous voulez, des clans originels. Et c'est souvent dans les clans originels qu'on choisissait des rois, enfin, ceux qui allaient diriger, quoi. Et ça, c'est une constante anthropologique qu'on retrouve dans plusieurs régions, en Afrique, comme dans beaucoup d'autres endroits. Et donc ça, c'est important, c'est pour ça que la migration, c'est très important. Ensuite, il y a les espèces animaux disponibles. Pourquoi les espèces animaux disponibles? Parce que les animaux ne sont pas comment dire, distribués dans le monde de manière égale. Par exemple, avant qu'on invente la voiture ou l'avion ou des méthodes de déplacement, de communication modernes, il faut savoir qu'avant, on ne se déplaçait en gros sur des longues distances qu'avec le cheval. Or, on le verra tout à l'heure, c'est que le cheval, à la base, il n'y en a pas en Afrique. Le cheval a été introduit très très tardivement en Afrique. Et on verra d'ailleurs le cas spécial du zèbre qui est souvent évoqué pour l'Afrique, qui aurait pu jouer le rôle du cheval, etc. On va le voir tout à l'heure. Mais en gros, sans cheval, c'est beaucoup plus difficile de faire des empires ou des royaumes uniformes et centralisés. Parce que plus l'empire est grand, plus on a du mal à aller très loin, faire rendre compte à ces féodaux, aux vassaux qui rendent compte au pouvoir central. Plus l'empire est vaste et s'il n'y a pas de chevaux, plus c'est difficile. Et c'est pour ça notamment que beaucoup de royaumes et d'empires en Afrique n'ont pas été unifiés, jusqu'à très tardivement. On verra qu'en Afrique de l'Ouest, ce phénomène a commencé à s'atténuer, notamment avec l'arrivée des chevaux par les Arabes. Donc c'est pour ça qu'on a eu ces grands empires tels que le Mali, le Sahara, et c'est pas par hasard. Hein. Et que par exemple le royaume Congo, c'était tout petit par exemple, à côté, ou des plus petits royaumes tels que le royaume Téké, etc. C'est pas du hasard. C'est pas lié au génie des gens, mais c'est lié à des paramètres environnementaux. Aussi, pour l'agriculture, il y a bien évidemment, et aussi pour les chevaux, important, c'est que les chevaux, ils permettent de se déplacer, d'aller loin, de faire la guerre. Ils permettent aussi d'emmener des techniques d'innovation. Par exemple, là-bas, les mecs, ils ont inventé un truc qu'on appelle la roue. On se déplace, on va très loin, on emmène ce concept très loin. Et puis, ceux qui sont dans une autre région copient le concept de la roue et développent ce concept à leur sauce. Et ça leur permet aussi de faire une révolution agricole à leur échelle, à leur niveau, etc. Et on va voir que la structuration de l'Afrique a beaucoup empêché ces échanges, ces échanges de connaissances. Alors, les espèces végétales, on va le voir brièvement, mais pas beaucoup dans cette présentation. Bon, je ne parlerai pas beaucoup de ça, mais c'est un paramètre important parce que, par exemple, vous savez que, par exemple, le manioc, jusqu'au XVe siècle, n'existait pas en Afrique. Ça a été importé depuis l'Amérique par les Portugais, etc. Tout comme la canne à sucre, par exemple, et le riz n'existaient pas aux Amériques. Ça a été importé d'Inde vers les Amériques parce qu'on voulait rentabiliser ça là-bas avec les esclaves, etc. Et c'est ce qu'on appelle la Colombian Exchange, hein, pour les connaisseurs. Et c'est ce qui a fait qu'il y a des plantes qui n'existaient pas dans certaines régions qui sont parties dans d'autres régions. Et ça fait par exemple que le manioc, qui est une plante vivace assez facilement adaptable, tout de suite, dès que cette plante est arrivée en Afrique, elle s'est imposée beaucoup plus facilement parce qu'elle était plus facile à mettre en œuvre. Donc, tout de suite, vu que c'est plus facile à exploiter, ça a mis en place une source d'apport de protéines plus facile à rentabiliser, si vous voulez, puisque ça produit... la production est moins contraignante, si vous voulez, par rapport aux plantes qu'il y avait là avant. On mangeait de la banane, on mangeait de l'igname, des choses comme ça. Le manioc, c'est beaucoup plus facile. C'est pas pour rien que le manioc s'est démocratisé en Afrique, alors qu'à la base, c'est pas de l'Afrique. Et du coup, ça fait une source de protéines supplémentaires qui fait que forcément, les gens mangent mieux et les gens, ils sont plus nombreux, ils peuvent se structurer, ils peuvent faire du commerce, etc. etc. Voilà. Donc, ensuite, il y a très important la densité des échanges. Les échanges, en gros, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est les échanges de connaissances, de techniques, etc. Et juste à côté, vous voyez le conservatisme de la société parce que plus une société est conservatrice, moins elle veut ajouter des éléments nouveaux qui sont arrivés. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une innovation qui est arrivée, telle que la roue, ou bien l'écriture, etc. Une société très conservatrice va dire « Ah non, non, non,
les ancêtres interdisent la roue, les ancêtres interdisent l'écriture, on ne prendra pas ça, parce que ça, c'est interdit, etc. Il y a une société à côté qui le prendra, qui va l'améliorer, qui va innover et qui va développer des méthodes. Par exemple, ils vont commencer à faire de l'arithmétique, de la géométrie, ils vont construire des digues, des ponts, etc., grâce à l'écriture, parce qu'ils ont fait la révolution agricole avant et qu'ils ont eu des nouvelles techniques. Et après, la société a accepté ces techniques-là. Ils n'ont pas été conservateurs dans l'absolu et après, ils ont progressé. Alors que la société d'à côté qui disait « Ah non, les ancêtres, les dieux refusent tout ceci, tout cela bah, », eux, les mecs, 1000 ans après, ils sont toujours comme ils étaient avant. Vraiment, eux, voilà. Ils sont toujours en train de spammer derrière leur arbre. Donc, bon. Il faut toujours une part. C'est vrai que toutes les sociétés sont conservatrices par essence, mais il faut toujours une petite part. Ce sont les sociétés qui ont accepté une petite part, intégrer des petits éléments nouveaux en défaveur de la tradition, parce que c'est la tradition qui en prenait un coup, et probablement il y avait des clashs entre les conservateurs et ceux qui voulaient faire progresser la société. Ce sont des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ça, c'est ce qui fait que il y a des sociétés qui ont progressé un peu plus vite que d'autres. Et sur ça, vous savez que l'Afrique, elle est beaucoup conservatrice, notamment. Alors, il y a un paramètre qui s'appelle qualité et la difficulté des sols. Ça c'est très important parce que tout à l'heure, on parlait de la révolution agricole en Égypte qui s'est fait passer il y a très longtemps. On le verra tout à l'heure parce que, en fait, la qualité des sols en Égypte, dans une région tempérée, n'est pas meilleure dans l'absolu, mais est plus facile à appréhender pour faire de l'agriculture de masse que, par exemple, le sol d'Afrique tropicale au milieu de la forêt. C'est beaucoup plus facile de défricher une terre de très bonne qualité, enrichie en nutriments par le Nil, par les eaux du Nil qui ont drainé la moitié de l'Afrique, qui ont emmené énormément de nutriments. C'est plus facile de défricher et de mettre en place des plantes sur cette terre-là. Enfin, plus facile. C'est vraiment en comparaison. Hein. Les mecs qui ont fait ça à l'époque, c'était pas facile pour eux. Mais c'est vraiment en comparaison par rapport à des zones d'Afrique centrale. Pour ceux qui font de l'agriculture en Afrique centrale, on sait que bon, il y a beaucoup de clichés qui disent que oui, en Afrique, tout pousse comme on veut, mais en fait, ce sont des gens qui n'y savent absolument rien. En Afrique centrale, à cause des raisons de température et de qualité de sol, il faut énormément de travail sur le sol avant de faire de l'agriculture de masse. Pourquoi? Parce que si vous faites par exemple des pastèques ou certaines plantes, pas toutes les plantes, il y a des plantes qui se sont adaptées, telles que les palmiers, etc. Mais il y a d'autres plantes qui, naturellement, si vous les laissez comme ça, ces plantes vont se faire bouffer par des insectes très très vite. Et ça va faire que les rendements ne seront pas ne seront pas bons. Contrairement à des régions tempérées où les températures faisaient que ces petits organismes du sol sont moins intenses, sont moins contraignants à contrôler. Et du coup, naturellement, dans ces régions, c'était un peu plus facile, quoi. Il y avait une sorte de climax, un petit environnement qui permettait de faire de l'agriculture à échelle un peu plus grande. Et ce sont des paramètres importants qu'il faut avoir en tête. Alors, donc, le dernier élément, ce sont les matériaux disponibles et les outils créés. Alors, bon, bien évidemment, vous savez que aujourd'hui, dans la préhistoire, on date la préhistoire ou on catégorise la préhistoire en fonction des matériaux. C'est-à-dire qu'il y a le néolithique, ou ce qu'on apprenait à l'école quand on était petit, l'âge de la pierre, ou l'âge de la pierre taillée. Et ensuite, il y a l'âge du fer, si vous voulez. Pardon, dans la préhistoire classique occidentale ou de l'Europe ou de la région méditerranéenne, il y a d'abord l'âge de la pierre, et puis l'âge du bronze, et puis l'âge du fer. Il faut savoir qu'en Afrique, ça ne s'est pas passé comme ça. En Afrique, il y a globalement l'âge de la pierre, et puis directement, on est passé à l'âge du fer. Pourquoi? Parce que le fer à l'état natif est beaucoup plus facile à trouver en Afrique, par exemple, que... on trouve aussi du cuivre, hein, il y a des gisements de cuivre, mais le fer est vraiment très répandu. Ça fait que les Bantous, très rapidement, ils ont commencé à travailler le fer et ils ont sauté un peu le stade du cuivre qui était moins répandu. Il y avait bien évidemment du travail du cuivre dans quelques régions, mais le travail du fer a été beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est la spécificité, par exemple, de l'Afrique. En Amérique latine, par exemple, qui est un autre bassin, on va dire, civilisationnel, si vous voulez, là-bas, c'était plutôt le cuivre et l'or. Alors qu'en Afrique, c'était plutôt le fer. En Afrique, l'or, c'est vraiment que dans la région du Bambouk, du Mali et du
de la Guinée et un peu du Ghana. Mais globalement, historiquement, c'est une zone où on avait de l'or à l'état natif. Mais globalement, comment dire, c'est vraiment cette facilité d'accès aux matériaux sur place, c'est-à-dire du fer qui est en surface, qu'on peut trouver facilement à l'état natif. On le prend, on le travaille, on le chauffe. Un jour, par hasard, on se rend compte que ça se solidifie. Et puis après, on commence à travailler le sol, etc. Tout ça, ça fait qu'on améliore la production agricole. Donc voilà pour les différents paramètres. Donc là, maintenant, je vais aller vite parce qu'il fallait vraiment poser tous ces éléments. Alors, il y a un élément qui est très important sur la morphologie du continent, c'est pourquoi l'Afrique est un continent nord-sud. Pourquoi l'Afrique est un continent, par exemple, comme l'Amérique latine, l'Afrique est un continent nord-sud, alors que, par exemple, l'Europe ou l'Eurasie est un continent nord-est-ouest. On le verra tout à l'heure. Alors, il y a un mec dans les années, la fin du 19e, comme d'habitude, dans les années 1800, début des années 1900, qui a vulgarisé une théorie. D'ailleurs, à l'époque, on disait qu'il racontait des conneries, qui s'appelle Wegener, qui est un géologue ou géophysicien, qui a établi la théorie de la tectonique des plaques ou de la dérive des continents. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, les continents bougent. À l'échelle de plusieurs millions et des millions d'années, les continents bougent. Ça fait que les continents actuels n'ont pas toujours été à la position actuelle. Et c'est ce que vous voyez ici sur la présentation. De la gauche en haut, de la gauche vers la droite, ce sont les mouvements des continents en fonction des époques, avec les âges associés. Donc à gauche, par exemple, il y a 200 millions d'années, l'homme n'existait pas il y a 200 millions d'années, je vous rassure. Les continents, ils étaient tous collés comme ça. C'est ce qu'on appelait la Pangée. Et en rouge, vous avez une ligne qui s'appelle l'équateur, en rouge. Et en fait, progressivement, les continents se sont déplacés pour arriver à la configuration actuelle qui est en bas, là où c'est écrit présent. Et en fait, c'est de là que vient la morphologie nord-sud de l'Afrique. Parce que, en fait, comment les continents font pour se déplacer et se séparer, c'est parce que, ce sont des notions un peu techniques, mais c'est parce qu'il y a dans les océans, il y a ce qu'on appelle des dorsales, c'est des sortes de volcans qui créent des portions de terrain qui poussent les continents à s'éloigner les uns des autres. Donc, c'est ce qui fait que, par exemple, que l'Afrique, qui était collée à l'Amérique latine, s'est progressivement divisée pour créer, par exemple, l'Atlantique, alors qu'avant, ils étaient collés. Et donc, c'est de cette histoire que vient la morphologie nord-sud du continent africain. Ce n'est pas parce que le continent africain est sorti de la maths ou bien d'une inspiration divine. C'est parce qu'il y a une théorie claire, quantifiée, etc. Et ça, voilà. Et d'ailleurs, comment alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop technique, mais juste comment on sait que les continents se déplacent. Aujourd'hui, on a des moyens de le mettre en évidence. Ici, rapidement, vous avez deux images. Vous avez une image à gauche et une image à droite. L'image à gauche, vous voyez en blanc, ce sont les continents. Vous reconnaissez l'Afrique, vous reconnaissez l'Europe et l'Eurasie, et vous reconnaissez l'Amérique. Et en fait, les différentes couleurs, ce sont ce qu'on appelle des datations de croûte terrestre, enfin de croûte océanique. En gros, c'est sous l'océan, dans la mer, au fond de la mer, il y a ce qu'on appelle la croûte océanique. C'est un sol, quoi. Voilà, c'est au fond, il y a un sol, et ce sol, il est produit à partir d'un volcan qui pousse, et la production de ces sols font qu'on pousse progressivement les continents, ce qui fait que, par exemple, l'Afrique s'éloigne de l'Amérique, que l'Afrique se rapproche, par exemple, de l'Europe vers le sud, probablement pour rentrer en collision avec l'Europe dans des millions d'années. Par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, l'Afrique de l'Est se divise. Au niveau de la région des Grands Lacs, l'Afrique est en train de se morceler, et il y a probablement la partie de l'Éthiopie, de l'Érythrée, et toute la partie à gauche de la Tanzanie qui vont se morceler et partir dans l'océan Pacifique. Et l'Afrique va se morceler dans des millions d'années. Et ça, ce sont des choses qui sont étudiées par des géophysiciens, par des géologues, etc. Et ce sont des phénomènes qui existent. Et ici, par exemple, à droite, vous voyez, c'est les mouvements des continents avec les flèches associées depuis il y a très très longtemps jusqu'à aujourd'hui. Parce que les continents ne se sont pas arrêtés de déplacer, bien évidemment, ça continue toujours. Si on revient dans des millions d'années, on va voir que ça a changé encore. Donc vous voyez que, par exemple, l'Inde était à côté de l'Afrique, et l'Inde est montée pour aller rentrer en collision avec l'Eurasie au sud de la Chine. Que l'Afrique, par exemple, monte pour aller
rentrer en collision avec l'Europe et que l'Amérique latine, au sud, ici, en bleu, se sépare de l'Afrique pour créer l'Atlantique. Et en fait, c'est de là que vient l'histoire de l'orientation nord-sud de l'Afrique. Ça vient pas, c'est pas né comme ça, quoi. Il y a des raisons géologiques et physiques derrière. Alors, ici, il y a rapidement, c'est une image synthèse qui vient des travaux de Jared Diamond, qui montre que il y a une défaveur, on va appeler ça comme ça, une défaveur des continents orientés nord-sud par rapport aux continents orientés est-ouest. Vous voyez ici, par exemple, l'Afrique est orientée nord-sud, pareil pour l'Amérique latine, un peu l'Amérique du Nord, et alors que l'Eurasie est orientée est-ouest. Alors ça a un impact énorme en termes d'orientation, en termes de l'orientation des paysages. Ça aura un impact sur la migration des populations, sur la distribution des échanges et des connaissances. Ça aura un impact sur le mouvement des animaux, notamment des bovidés qui permettent de faire l'agriculture, des chevaux, des équidés, etc. On va le voir tout à l'heure. Cette configuration est très importante à avoir en tête. Les paysages africains sont en général est-ouest sur un continent nord-sud et ce sont d'autant de barrières qui, même si ça n'empêche pas totalement la communication, ça inhibe fortement les communications entre le nord du continent et le sud. Et contrairement à l'Europe, où vous voyez globalement c'est est-ouest, en Europe, quand vous avez des chevaux, par exemple, c'est pour ça que pendant le Moyen-Âge, comment il s'appelait, Gengis Khan, avec les Huns, alors je ne sais pas si Gengis Khan ce sont les Huns, quand les Huns attaquent les Francs, enfin les Germains, quoi, qui sont en France, ils prennent leurs chevaux depuis l'Asie centrale. Ils vont straight, ils vont direct pour attaquer les Germains à cheval. C'est quelque chose qui se fait au bout de quelques jours. Mais je peux vous dire que le mec qui est, par exemple, à l'Empire du Mali, il n'est jamais allé en Afrique centrale. Il ne peut pas, il y a trop de barrières. Il y a trop de barrières, tu vois. Pour le faire, il faut que ce soit une migration long terme. Mais il ne peut. En plus, il faut qu'il ait les chevaux, etc. Et les chevaux, ils ne passent pas par la forêt, bien évidemment. Donc, vous voyez bien que voilà, tous ces paramètres sont énormément de paramètres qui ont joué à différents niveaux. Voilà, je ne vais pas m'attarder davantage. Alors, bon, là, ça va devenir encore un peu plus technique. Parce que le fait que les continents aient une certaine orientation, du coup, par exemple pour l'Afrique et l'Amérique latine, et que l'Europe soit une orientation est-ouest, quand on couple ces orientations avec les climats, on voit que justement, il y a des paysages qui se mettent en place. Mais en fait, là, juste, je vais faire un petit rappel technique de pourquoi, pour certains, ils vont le découvrir, et c'est très intéressant, je vous pousse à faire des recherches supplémentaires dessus, c'est pourquoi il y a des saisons sur la Terre. Pourquoi il y a des saisons? Pourquoi il y a l'été? Pourquoi il y a l'hiver? Pourquoi il y a le printemps et l'automne? Pourquoi il y a cela en Europe, par exemple, et en hémisphère nord et en hémisphère sud, donc par exemple en Australie ou en Afrique du Sud, et pourquoi il n'y a pas ça en Afrique centrale? Pourquoi en Afrique centrale, il y a moins de variations cycliques du climat? En fait, c'est lié au fait que, alors ici, c'est un peu technique, hein, mais vous voyez, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que la Terre, le centre de rotation de la Terre n'est pas vertical. Mais est oblique. Il y a une petite inclinaison du centre de rotation de la Terre, pardon. Il y a une petite inclinaison du centre de rotation de la Terre, et en fait, il n'est pas vertical par rapport au plan de l'elliptique. Hein. Voilà. Juste, le plan de l'elliptique, en gros, c'est le plan qui coupe le Soleil et coupe la Terre, en gros. Et en fait, l'axe de la Terre n'est pas vertical, mais est oblique de 23 degrés à peu près. Donc, ça fait que, en fait, vu que la Terre tourne autour du Soleil, c'est la figure en bas. Quand la Terre penche, quand l'hémisphère nord penche vers le Soleil, il y a plus d'intensité lumineuse qui arrive au niveau de l'hémisphère nord. C'est ce qui donne l'été. Et c'est ce qui donne l'été sur l'hémisphère nord et l'hiver sur l'hémisphère sud. Et quand la Terre tourne, passe de l'autre côté, ben, la situation se renverse. Ça fait que c'est plutôt l'hémisphère sud qui reçoit le maximum d'intensité lumineuse du Soleil. Et du coup, c'est ce qui donne l'été sur l'hémisphère sud et l'hiver sur l'hémisphère nord. Et en fait, si vous voyez, sur toutes les configurations,
l'équateur est toujours à la même position à peu près. C'est ce qui fait que l'équateur reçoit toujours la même quantité de soleil et c'est ce qui fait que les saisons varient très peu en Afrique. En Afrique, il y a des saisons, bien évidemment, mais ce sont des très petites variations de température. Il y a des saisons sèches et des saisons de pluie, mais c'est moins marqué que l'hiver et l'été. L'hiver, dans certaines régions, il fait moins 10 degrés et pendant l'été, il fait 40 degrés. Et alors qu'en Afrique, la variation de température, c'est entre 20 degrés et 40 degrés. Enfin, en Afrique, dans beaucoup de régions. Mais il y a des régions où ça va jusqu'à 50 et puis des régions où ça descend un peu plus jusqu'à 15, etc. Mais globalement, c'est ça. Moins de variations en Afrique liées à cette orientation-là. Donc ça, c'est vraiment juste pour rappeler ça rapidement, pour montrer que ça ne tombe pas du ciel. Alors, donc, tous ces éléments que j'ai décrits là nous emmènent à ça, à une distribution des climats sur la Terre. Et donc, ici, il y a deux cartes des distributions de climat sur la Terre. À gauche, c'est une carte un peu plus détaillée, et à droite, c'est une carte un peu plus grossière, si vous voulez. Une carte pour le collège, quoi. À droite, c'est la carte pour le collège, et à gauche, c'est une carte pour le lycée, voire les études supérieures, si vous voulez. Alors, mais en gros, les deux cartes montrent quoi? Montrent que vous voyez globalement que l'Afrique est effectivement orientée nord-sud et qu'il y a énormément de barrières est-ouest en termes de climat et de paysage in fine, parce que les paysages sont liés au climat. Par exemple, la région tropicale, il fait très chaud, il y a de l'humidité, et voilà, il fait chaud, il y a de l'humidité, etc. Il y a des températures élevées, c'est ce qui fait qu'il y ait la forêt équatoriale, par exemple. Forêt équatoriale qu'on retrouve aussi, qui est l'équivalent en Amérique latine, c'est la forêt qu'on retrouve en Amazonie, au niveau du Brésil notamment, et un peu au Venezuela, etc. Donc c'est un peu la même logique. Et vous voyez que l'Afrique est globalement symétrique, avec des bandes comme ça qui recoupent l'Afrique, des paysages qui recoupent l'Afrique. Ben, tout ça, c'est autant de barrières en fait qui font que naturellement, les gens ne se déplaçaient pas dans ces bandes. Vous vous doutez bien que les mecs, ils vont pas se réveiller le matin, ils vont commencer à quitter leur région où il fait bon vivre, ils vont commencer à traverser le cagnard ou rentrer dans des forêts juste pour marcher comme ça. Non, naturellement, les gens, ils vont rester dans leur bande, dans leur paysage, dans leur environnement. Et ils vont migrer uniquement s'il y a des événements climatiques, il y a des inondations, il y a des sécheresses, etc. Là, ils vont commencer à bouger pour essayer d'avoir des environnements qui sont toujours satisfaisants. Après, quand il y a eu, on a domestiqué les animaux, on a commencé à migrer un peu plus, notamment avec les échanges, etc. Mais vous verrez que dans le cas de l'Afrique, ça reste toujours assez inhibé, justement parce que ce n'était pas évident de partir ici du nord pour arriver jusqu'ici du sud, quoi. En plus, le continent est extrêmement vaste, parce que ici, les échelles sont un peu écrasées. Donc, ça fait que l'Afrique a un peu cette particularité-là. C'est pour ça que il y a énormément de diversité en Afrique, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau en fait. Alors que quand vous voyez en Europe, il y a des énormes bandes latérales qui font que naturellement les gens quand je dis les gens se baladaient, c'est un peu caricatural, mais tout à l'heure je parlais des uns qui sont allés jusqu'en France, bah, en partant de l'Europe centrale ou de l'Europe même de l'Extrême-Orient, c'est que en gros ils se déplaçaient dans la même bande climatique, hein. Ils avaient des chevaux. Et en quelques jours, ils partaient de l'Asie jusqu'à l'Europe à cheval. En Afrique, ce n'était pas possible, tout simplement, pour ces raisons-là. Et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires? Je vais essayer d'aller encore un peu plus vite. Alors, il y a Sokobu qui dit très intéressant. Il y a Ibrahim qui dit plateau de montagne, les plaines, vallées, les régions côtières. Effectivement, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais peut-être que vous avez des questions, on pourra développer. Avec Chris, on sera un peu plus dans ces détails-là parce qu'il n'y aura pas de présentation comme ça. Alors, il y a Ibrahim qui dit différentes mentalités et rapport à l'environnement. Bien évidemment, les gens, ils se comportent différemment suivant s'ils vivent à côté du désert, s'ils vivent dans la forêt, s'ils vivent... Voilà, les mentalités varient effectivement en fonction des environnements. Et c'est un élément souvent que Chris aime effectivement à rappeler. Alors, il y a Kessie qui dit que le réchauffement a un impact sur le continent. Bien évidemment, aujourd'hui, le réchauffement a un impact, notamment par une extension, enfin, vu qu'il fait de plus en plus chaud, le Sahara, le désert du Sahara, a tendance à s'étendre de plus en plus et à aller notamment vers le sud. Et donc, les zones
un peu plus tropicales, un peu plus humides, ont tendance comment dire, à reculer vers le sud. Alors on n'est pas loin de la fin, il nous reste juste 3 images. Alors, celle-ci, elle est très importante parce qu'à gauche, on voit ce qu'on appelle la topographie. En gros, ce sont les montagnes et les vallées, et donc de l'Afrique, avec des couleurs. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ça tout à l'heure. Et à droite, vous avez la distribution de tous les empires, enfin, tous les empires qu'on a réussi à mettre en évidence. Il y a peut-être certains qu'on n'a jamais vu des vestiges, et on ne sait pas. Mais tous les royaumes et empires africains qui ont été mis en évidence grâce à des travaux, notamment qu'on retrouve dans l'histoire générale de l'Afrique, tous ces travaux de Kizerbo, Charanta Diop, etc. Et donc, vraiment, on les a tous mis ensemble, comme si c'était à la même époque, quoi. On les a tous mis sur une même carte. Et qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez qu'il y a une distribution des empires, c'est-à-dire que les empires et les royaumes ne sont pas distribués comme ça de manière aléatoire sur tout le continent. Il y a des zones de concentration et il y a des zones de blanc. Pourquoi il y a ces zones de blanc? Sur la carte à gauche, vous voyez en gros 2 couleurs. Vous voyez du vert et vous voyez du rouge et du jaune. Alors, le rouge et le jaune, en gros, ce sont des zones de plateau. Ce sont des zones hautes. Ce sont des zones qui, par rapport au niveau de la mer, ce sont des zones relativement hautes. Donc, c'est le cas de la région des Grands Lacs, à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ce sont tous les pays tels que le Rwanda, l'Ouganda, un peu la Tanzanie, enfin, tous ces pays-là d'Afrique de l'Est sont sur des plateaux. Et ces plateaux s'étendent jusqu'au sud, en Angola, en Mozambique, jusqu'en Afrique du Sud, en fait. Donc, ça, c'est la grande région des plateaux. Et on verra en quoi ça a un impact majeur sur beaucoup, beaucoup de choses. Au nord de ces plateaux-là, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le bassin du Congo, qui est en gros une grande dépression où il y a une énorme forêt au milieu. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est une sorte de boucle qui a vraiment joué le rôle d'une barrière importante en Afrique. Et notamment à isoler des populations qui ont migré vers le sud et qui se sont retrouvées au sud avec des populations qui étaient au nord de cette boucle-là. Voilà. Et c'est ce qui explique sur la distribution des royaumes le fait que, par exemple, il y a un blanc. Quand vous voyez, par exemple, là où il y a le royaume du Congo, au sud, c'est à peu près dans cette zone des plateaux, il y a un blanc là. Le blanc, il correspond à peu près à la zone du bassin du Congo. Et puis au nord, plus au nord, vous voyez les différents empires et royaumes ouest-africains, avec la trilogie Ghana, Mali, Sanrail, et puis après tous les royaumes Peul, etc., Sokoto, des choses comme ça, l'empire du Kanem, bien évidemment, au nord du Tchad, les confédérations Akon ou Ashanti, le Dahomey, enfin les petits royaumes du sud de la zone côtière de l'Afrique de l'Ouest, etc., les fédérations Igbo, etc. Alors, dans les zones de blanc, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de population, mais il y avait des groupes moins structurés, il y avait des groupes moins centralisés, des groupes qui avaient, par exemple, il y avait des Pygmées, il y avait beaucoup de Bantous, enfin pas beaucoup, mais il y avait des Bantous qui habitaient là, mais c'était des groupes moins structurés. Par exemple, ici, pour être congolais, je sais qu'au nord du royaume Congo, par exemple, il y a le royaume Téké, par exemple. Mais le royaume Téké, il était moins structuré, par exemple, que le royaume Congo. Et plus on va dans la forêt, moins les sociétés humaines étaient structurées. Donc, il y avait, par exemple, les Pygmées qui étaient des petits campements. Et puis, il y avait d'autres Bantous qui s'organisaient en chefferies. Les chefferies, c'était vraiment des systèmes très décentralisés de villages interconnectés, comme des sortes de quartiers. Et cette logique-là, on la retrouve de manière presque symétrique par rapport à l'Équateur. Donc, on le retrouve au nord de la RDC, au nord du Congo-Brazzaville, avec plusieurs ethnies, et on le retrouve au sud du Tchad, au sud du Cameroun, et d'ailleurs, ce sont des éléments qu'on évoquera pas mal avec Chris, quand on parlera pas mal de ça, donc ça, ayez bien ça en tête, parce que, à mon avis, Chris, il reviendra beaucoup sur ces éléments-là, les groupes du sud du Tchad et versus les groupes du nord, les groupes du sud sont un peu plus dans la forêt, etc., et ils sont assez similaires aux groupes du nord du Congo, de la RDC, etc., qui sont des petits groupes très décentralisés, de chefferies, etc., avec des systèmes agricoles très peu rentables, si on parle de révolution agricole, hein, comme tout à l'heure, en comparaison, par exemple, à d'autres royaumes. Pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi les empires ouest-africains
déjà, pourquoi il y en a beaucoup plus en Afrique de l'Ouest et pourquoi ils sont beaucoup plus vastes, par exemple, que les empires, que ce qui est appelé ici les Bantu States, les États Bantu, si vous voulez. Pourquoi? On verra que ça a beaucoup à voir également avec la distribution des bœufs, des bovidés, qui aident à l'agriculture, parce qu'il faut savoir que, et aussi des chevaux, bien évidemment, il faut savoir que, on le verra tout à l'heure, que très tardivement, à partir de 800, les Arabes ont introduit les chevaux ici en Afrique de l'Ouest, que les bovidés également sont arrivés naturellement, enfin ont été introduits par des commerçants probablement, ça je n'ai pas exactement de précision dessus, en Afrique de l'Ouest, jusqu'à un peu au nord du Kenya, etc. Mais par contre, au sud, par exemple, le Royaume Congo, ils n'ont jamais eu de bœufs. Ils n'ont jamais eu de bœufs pour sarcler la terre, etc. Ils faisaient tout à la main. Par exemple, le royaume Lunda, le royaume Luba, le grand Zimbabwe, c'est un peu différent peut-être parce qu'il y avait des relations avec la Chine et avec ce qui se passait sur le Pacifique, à voir en détail. Mais globalement, au sud, s'il y a moins de royaumes, moins larges, etc., c'est parce qu'il y a eu moins, justement, ça confirme un peu ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'il y a eu moins de communication avec ce qui se passe au nord. Il n'y a pas eu de bovidés pour faire la révolution agricole sur les échelles qu'on a connues en Égypte et ce qu'on a connu un peu en Afrique de l'Ouest, etc., etc. Et c'est ce qui explique en partie le fait, alors ce n'est pas totalement lié, mais on peut y trouver les fondements du fait que, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a un peu plus d'intégration économique, par exemple, qu'en Afrique centrale. On peut déjà trouver des germes de cela depuis cette époque-là. Et bien évidemment, l'histoire est continue. Donc, voilà. Alors, donc ici, rapidement, je vais aller très vite. Ici, vous avez une carte des zones d'échange, enfin des trajectoires d'échange globalement sur le continent africain. Toutes les lignes rouges, ce sont les zones où il y a eu des échanges. Donc ici, vous voyez très bien le Sahel, la région du Sahel ici, le Sahara et le nord du Sahara, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb. Et c'est connu aujourd'hui qu'il y a eu du commerce à travers le Sahara, du commerce d'esclaves, d'or, de plusieurs choses. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu des Arabes qui sont arrivés, enfin les Arabes sont arrivés en Afrique de l'Ouest. Il y a eu, on connaît très bien l'histoire de l'Afrique de l'Ouest aussi parce que à cette époque-là, parce que les Arabes sont venus là et ont décrit beaucoup de choses, notamment des gens comme Ibn Khaldoun ou Ibn Battuta, ce qu'on appelait des chroniqueurs arabes à l'école. Donc c'est vraiment dans ces grands axes de communication et d'échange, ce qui fait que l'Afrique de l'Ouest a eu beaucoup plus d'échanges. Par exemple, si vous voyez les axes d'échange avec l'Afrique, tout ce qui se passe au sud de la zone forestière équatoriale, mais vous voyez, il y a un petit chemin sur l'est. Et pourquoi il y a ce chemin sur l'est? Parce que c'est là que c'est praticable. De l'autre côté, il y a la grande forêt et c'est pas praticable. C'est marécageux de partout. Voilà, c'est très peu praticable. Et ça c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment ces différents paysages qui ont été vraiment pas un frein total. Il y avait de l'information qui circulait, il y avait des petits échanges, mais ce n'était pas des échanges de très haute densité. C'est vrai qu'ici, on peut dire qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu des échanges de haute densité, mais tout est relatif. Si on compare ça, par exemple, aux échanges qu'il y a eu sur le pourtour de la Méditerranée entre les Phéniciens, entre les régions sud de l'Europe, l'Italie, Marseille, le nord de l'Afrique, tout ce qui était Carthage, etc., il y avait, avec l'Égypte, bien évidemment, il y avait beaucoup plus d'échanges que ce qui se passait sur le Sahara. Ce sont des ordres de grandeur, on ne peut même pas comparer. Tout simplement parce que se balader dans le désert, c'est bien sympa, mais se balader pendant des heures sous le cagnard, pendant des jours et des jours même d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile que se balader à bateau dans la Méditerranée, qui est une petite mer interne. Voilà, donc ça fait qu'au niveau de c'est pour ça que la Méditerranée a été un bassin civilisationnel, c'est pas par hasard. Il y a l'Égypte, il y a la Mésopotamie, etc. Et puis après, derrière, il y a Rome, il y a tout ce que vous voulez. Et c'est parce que c'est un centre où il y a énormément d'échanges. Alors que plus on va vers le sud, moins il y a d'échanges. Et moins il y a d'échanges, moins il y a des capacités, il y a des bons vers l'avant avec l'innovation, etc., etc. Et puis il y a toutes les raisons.
qui viennent s'ajouter à toutes les raisons qu'on a déjà évoquées en amont, etc. Alors, cette image, je ne la commenterai pas trop parce qu'elle est peut-être un peu... alors, il y a Wellekit qui demande, qui dit, est-ce qu'on peut parler de la distribution linguistique, le Bantou et du Niger-Congo, dont l'origine est clairement ouest-africaine. Je ne comprends pas trop la question, Wellekit, donc je te propose, parce qu'on a fini dans 10 minutes, je te propose de garder cette question et puis après, tu pourras la poser tout à l'heure. Tu pourras préciser ta question parce que là, je ne l'ai pas... non, je ne comprends pas parfaitement la question. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas tout à l'heure, vous pourrez les poser. Alors ici, c'est le cas, vous voyez à gauche, vous reconnaissez la vallée du Nil qui part de la région des Grands Lacs, de la zone équatoriale, jusqu'à la Méditerranée. Et vous reconnaissez la vallée verdoyante du Nil. Vous connaissez la fameuse phrase d'Hérodote, l'Égypte est un don du Nil. C'est pourquoi l'Égypte est au don du Nil, parce que c'est le Nil et le bassin du Nil qui a permis de faire la révolution agricole, tout ce que j'ai expliqué en amont. Et pourquoi ça a permis de faire la révolution agricole? Pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, donc la densité des échanges, la présence de certaines... Alors en Égypte, les bovidés sont arrivés assez tard, mais par contre, ils ont mis en place pour faire des communications, notamment assez tôt. Non, il y avait les bovidés, il y a eu des tentatives de domestication de certaines bêtes telles que... il y a eu des domestications qui ont raté en Égypte, c'est bien daté, etc. Il y a des domestications qui ont réussi, mais les Égyptiens avaient réussi à mettre en place des systèmes d'irrigation très efficaces, qui fait que par des systèmes de canaux et de bateaux, ils pouvaient se déplacer à l'intérieur de la vallée assez facilement. Et ça permettait également d'irriguer des sols qui étaient relativement loin du système du cours d'eau principal, du Nil. Et voilà, c'est pas par hasard qu'il y a eu là la révolution agricole. Et pourquoi? Parce que aussi les sols, le sol d'Égypte, enfin, si on repart il y a plusieurs millions d'années, il y a plusieurs milliers d'années, les sols égyptiens sont parmi les meilleurs sols du monde, c'est technique, mais on appelle ça des pots de sol. Et ce sont des sols sur lesquels on peut faire, on peut faire beaucoup plus facilement l'agriculture, en tout cas pour les techniques de l'époque, parce qu'aujourd'hui, on peut faire de l'agriculture n'importe où avec des techniques d'engrais, des choses comme ça. À l'époque, ça n'existait pas, bien évidemment. Il y avait des petites techniques probablement d'enrichissement de sol, mais ce n'était pas comme les grandes fermes agricoles au Brésil, de la forêt équatoriale, avec des tracteurs, avec des arrosoirs, avec des arroseurs électriques, etc. On n'était pas du tout dans ce niveau-là. Mais par contre, c'était quand même plus simple de lancer une révolution agricole dans le bassin du Nil que, par exemple, en forêt équatoriale. En bas, vous voyez, il y a deux images. À droite, vous avez des paysages typiques d'Afrique centrale et équatoriale avec des sols rouges, qu'on appelle des sols ferralitiques, parce que ce sont des sols qui sont très riches en fer et très riches en aluminium. Ce sont des sols qui étaient énormément lessivés, où les éléments, les tout petits éléments du sol, tels que le potassium, tous les éléments qui enrichissent le sol, la nitrate, etc., ont été lessivés et emmenés par les cours d'eau. Et en gros, ce sont les éléments lourds qui restent, tels que le fer, l'aluminium, etc. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a des grands gisements de bauxite, d'aluminium en Guinée. C'est pour ces raisons-là. C'est parce qu'on a lessivé la roche. Bon, bref, c'est un peu technique, mais on a lessivé la roche et il y a eu des concentrations d'aluminium qui font qu'on peut exploiter cet aluminium un peu plus facilement qu'ailleurs. Et également aussi du fer. Tout à l'heure, je parlais de la présence de fer en Afrique qui a fait qu'on passait directement on va dire, du néolithique ou de l'âge de la pierre à l'utilisation du fer, contrairement à d'autres régions où on a utilisé d'abord du bronze, du cuivre et de l'étain, etc. Donc, du coup, ces sols-là sont beaucoup plus difficiles, on va dire, à apprivoiser que, par exemple, des sols d'Égypte qui, certes, se trouvent dans une région tempérée semi-désertique, mais qui sont protégés. C'est-à-dire que autour si vous voyez sur la photo à gauche,
Sur les plateaux, c'est désertique, hein, c'est à l'extérieur de la vallée, ici sur la carte du Nil, mais à l'intérieur, c'est verdoyant. Et c'est ce petit climat bien protégé et la qualité des sols et le fait que les sols soient enrichis par le Nil qui ont mené des nutriments parce qu'il a drainé la moitié de l'Afrique, bah, qui faisait que c'était des sols cycliquement qui étaient riches en engrais naturels avec des nutriments naturels, ce qui n'est pas le cas par exemple de certaines régions en Afrique centrale, d'autant plus si on est éloigné des cours d'eau. Et ça fait que bah, en Afrique, il y a eu, enfin en Égypte, autour du Nil, il y a eu un petit environnement propice à faire cette explosion, comment dire, cette explosion agricole, si vous voulez, cette révolution agricole a été beaucoup plus facile dans le Nil et dans d'autres régions telles que la région de l'Euphrate et du Tigre, enfin, en Mésopotamie, ce qui est de la région de l'Irak, de l'Iran, etc. C'est à peu près à la même époque que l'Égypte hein, qu'ils ont fait là-bas leur révolution agricole. Et à cette époque-là, on est dans les années moins 5000. À cette époque, comment dire, s'il n'y a pas de révolution agricole en Afrique, il n'y en a pas non plus en Europe de l'Ouest. Hein. Les ancêtres des Celtes, des Germains, de ce qui sont devenus les États européens aujourd'hui, n'ont pas fait non plus de révolution agricole. Il y en a qui vivent dans des grottes, il y en a qui chassent, qui vivent de chasse et de cueillette, qui chassent des marmottes, etc. Ils n'ont pas non plus fait de révolution agricole. Et, alors qu'ils vont le faire des milliers d'années après les Égyptiens et les Mésopotamiens. Alors que ce n'est pas si loin que ça. C'est pour montrer que, bien que je montre le cas de l'Afrique et les échelles d'Afrique, mais sur des échelles même plus, des échelles plus courtes, telles que, par exemple, le bassin méditerranéen et la France, ce n'est pas si loin que ça. Mais ça n'empêche qu'à l'époque, vu qu'ils n'ont pas encore domestiqué les chevaux dans cette région-là, et qu'il n'y a pas encore assez de densité, assez d'échanges, ben, ça fait que toutes ces techniques agricoles ne sont même pas encore arrivées en France. Ça s'arrête à la limite au sud de l'Europe, mais vraiment à l'extrême sud de l'Europe, et encore, mais ne sont vraiment pas encore arrivées, entrées dans l'Europe. Ça arrivera beaucoup, 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 beaucoup plus tard. Et en Afrique, ça arrivera encore plus tard dans certaines régions, et pas du tout même dans d'autres régions. Donc voilà, voilà. Alors, donc, juste pour finir avec cette histoire de sol. Alors, il y a un graphe un peu compliqué. En gros, ça montre que il y a des types de sols un peu extrêmes, en fait. Les sols qu'on trouve dans les régions froides ou dans les régions désertiques ou dans les régions équatoriales, ce sont des sols qui ne sont pas, de prime abord, propices à l'agriculture. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'en Afrique centrale, le sol, il est très épais parce que ça a été énormément érodé et hydrolysé parce qu'il fait très chaud, il y a beaucoup d'eau en Afrique tropicale. Si on couple à ça des questions de température, de petites bêtes qui attaquent les plantes, etc., bon, vous comprenez bien que pour le mec qui vivait il y a moins 5000 ans, faire l'agriculture en Afrique équatoriale, bon, c'était sympa, mais c'était beaucoup moins sympa que faire de l'agriculture au bord du Nil avec des températures moyennes qui étaient un peu... qui faisait qu'il n'y a pas trop de bêtes dans le sol qui s'attaquaient aux plantes. Et puis après, voilà, globalement, même si c'est simplifié ce que je dis, globalement, il y avait des ordres de grandeur qui faisaient que dans des régions, c'était plus facile de faire de l'agriculture et de l'élevage parce qu'il y avait des animaux qui permettaient de le faire, que d'autres régions qui n'avaient ni d'animaux domesticables, ni de sol propice, ni de cours d'eau. Enfin, vous voyez bien qu'il y a des régions qui ont cristallisé tous les bons paramètres, tels que le Nil, et il y a des régions qui ont cristallisé tous les mauvais paramètres, tels que par exemple l'Afrique tropicale, l'Afrique centrale, si vous voulez, autour de la région du Bayombe. Donc ça fait que les populations qui vivent là, ils ont été dans le progrès matériel en retard par rapport à des régions qui ont fait des révolutions agricoles il y a 5000 ans. Tu vois. Les mecs, dans les années 2000, ils n'ont pas encore fait de révolution agricole. Donc, bon. Et forcément, ça a un impact sur les modes de production, la capacité de se défendre, toute l'histoire qu'on a connue derrière de l'Afrique, en fait. Donc, voilà, voilà. Désolé, je me suis naturellement éjecté, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait une petite erreur de manip. Donc, je repartage rapidement. On est à notre dernière. On va passer à la dernière parce que ça commence à durer comme ça.
Alors, c'était où ça? Alors, donc, ah non, il y a encore, ouais, il y a encore quelques images. Alors, je vais aller très vite sur les chevaux. Alors, en fait, comment dire, ce que je fais là, c'est vraiment de la vulgarisation, je fais très vite. Et vous comprenez bien que chaque topic que j'énumère nécessite des études, nécessite ou en nécessité des études très sérieuses de datation, d'archéologie, de techniques en histoire, de fouilles archéologiques. Enfin, je fais, là, c'est de la synthèse de énormément de sciences humaines et énormément de choses qui ont été découvertes par des scientifiques, des passionnés très aventureux qui étaient très intéressés par ces choses-là. Et là, je fais vraiment une synthèse, une condensation et ça va très, très vite. Mais derrière, il y a des choses extrêmement complexes. Il y a de la paléontologie, il y a de l'archéologie, il y a énormément de choses. Et c'est juste pour vous montrer tout le niveau de complexité qu'il peut y avoir derrière les analyses qu'on fait des fois avec Chris sur les lives. Derrière, il y a du travail de synthèse, il y a du travail d'analyse basé sur beaucoup d'éléments de la lecture, d'études qui ont été faites, etc. Et là, ce que je fais, c'est que je balaye rapidement pour ne pas vous ennuyer, mais pour que vous ayez juste quelques éléments, le jour où vous aurez des débats, etc., vous pourrez les évoquer. Ici, par exemple, c'est très intéressant, c'est l'évolution des équidés. Les équidés, en gros, c'est la famille, c'est la grande famille des chevaux. Les chevaux, les zèbres, des choses comme ça, ils appartiennent à la grande famille des équidés. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour simplifier, à gauche, en gros, c'est l'évolution des équidés depuis il y a très longtemps, il y a, je ne sais pas, 60 millions d'années. Il y a un petit mammifère qui était apparu, qui est, en gros, on va dire, l'ancêtre des équidés. Il a évolué et le cheval qu'on connaît aujourd'hui est apparu à peu près entre 12 et 5 millions d'années. 12 et 5 millions d'années. C'est il y a très, très longtemps. L'Homo sapiens, officiellement, d'après les fouilles en archéologie et surtout en paléontologie aujourd'hui, l'Homo sapiens, c'est à peu près 500 ou 600 000 ans, ou 400 000 ans. Les hominidés, 2 millions d'années peut-être. Donc, les chevaux, il y a 5 millions d'années, et les chevaux, ils sont apparus pour la première fois en Amérique. Ni en Europe, ni en Afrique, mais en Amérique. C'est très important. En Amérique du Nord, c'est ce que vous voyez ici. 5 millions d'années. Ensuite, alors pour la petite histoire, avant, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud étaient déconnectées. Après, il y a eu une connexion par l'isthme de Panama. Vous savez, l'isthme de Panama, c'est là qu'il y a le Panama, c'est là qu'il y a le Costa Rica, etc. Et quand il y a eu une petite connexion, il y a eu des animaux qui étaient bloqués au niveau de l'Amérique du Nord qui ont migré vers le sud. Et c'était aussi le cas des chevaux qui sont allés vers le sud. De certaines espèces, de certains équidés. Ensuite, pendant des périodes de glaciation, on va appeler ça comme ça, des périodes où il y avait le niveau des mers était plus bas pour des raisons climatiques, bon, je ne rentre pas dans le détail, le détroit de Bering était connecté. Le détroit de Bering, c'est ce qui fait que l'Amérique du Nord, au niveau, quand on se rapproche des pôles, l'Amérique du Nord se connecte avec l'Europe et l'Eurasie, ici, au niveau de ce petit point. C'est vrai que comme le niveau de la mer était bas, les chevaux ont pu traverser à gué, enfin à terre, parce qu'il n'y avait plus d'eau, le niveau de la mer a baissé, pour des raisons, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, et on retrouve les premières traces de chevaux en Eurasie il y a moins 30 000 ans. Il y a moins 30 000 ans, il y a des peintures rupestres de chevaux en Eurasie. Et donc, les chevaux se sont baladés, ils ont été domestiqués localement dans pas mal de communautés, notamment en Eurasie. Et les chevaux sont arrivés quand? En Afrique, pour la première fois, en moins 1450. En moins 1450. Les Égyptiens ont fait la révolution agricole il y a moins 5000 ans. Les chevaux sont arrivés en Afrique il y a moins 1450. Moins 1450, alors qu'ils sont apparus à peu près il y a 5 millions d'années en Amérique. Et ils se sont baladés, ils ont gambadé en Eurasie pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années. Ils ont été domestiqués par certains des Eurasiatiques, notamment dans les steppes d'Eurasie et d'Asie centrale, dans des peuples qui ressemblent aux Mongols d'aujourd'hui, etc., ou à des Anatoliens.
Et c'est arrivé en Afrique beaucoup, beaucoup plus tard. Et comment c'est arrivé en Afrique en moins 1450? C'est parce qu'à cette date-là, il y a eu des populations qui s'appelaient les Hyksos, qui étaient une population européenne, qui ont attaqué l'Égypte en moins 1450. Et c'est la première fois que des gens attaquaient l'Égypte avec des chevaux. Et c'est comme ça que les chevaux sont rentrés en Afrique. Et c'est à partir de là que grâce à l'archéologie, on retrouve des traces de chevaux en Afrique jusqu'à cette date-là. Avant, on ne retrouve pas. Mais par contre, ça restait cantonné en Égypte. Les chevaux sont arrivés pour la première fois en Afrique de l'Ouest et en Afrique, au nord de l'Afrique, enfin de la région sahélienne. C'est ce qui a fait que, en gros, l'Empire du Mali, ils avaient des chevaux, Soundiata Keita, tout ça, ou bien le Sanra, ils avaient des chevaux. C'est parce que ce sont les Arabes. Vous savez que la religion musulmane est apparue en 600 après Jésus-Christ et qu'ils ont commencé leur expansion à peu près en 700. Et dans les années 800 à peu près, au 9e siècle, ils sont arrivés en Afrique, au Sahel. Et c'est là que le cheval a été introduit maintenant en Afrique subsaharienne. Avant, ça n'existait pas en Afrique subsaharienne. Mais il faut savoir que les chevaux avaient déjà été pas mal domestiqués ailleurs pendant très longtemps. On verra que c'est aussi le cas des bovidés. Les bovidés, ce sont les bœufs, etc. Pour faire l'agriculture, vous savez, les bœufs, on les attache les trucs pour tirer et pour sarcler la terre. Et en dessous, c'est un truc très intéressant, je vais aller rapidement dessus, c'est que vous voyez la distribution actuelle des zèbres. Les zèbres, parce qu'il y a toujours une polémique de gens qui disent que les zèbres, en fait, les zèbres, ce sont des équidés. Ce sont des chevaux, ce sont des familles des équidés, qui ne sont pas des chevaux, mais c'est une autre branche des équidés, des sortes de cousins des chevaux, qui ont migré un peu plus tôt que la date indiquée ici des chevaux, justement, et qui sont arrivés en Afrique par l'Europe, enfin par le Nil et par l'Est. Et aujourd'hui, en fait, quand on cartographie la présence des zèbres en Afrique, c'est la zone verte. Et en fait, pourquoi c'est la zone verte? C'est parce que si vous revoyez la carte topographique de l'Afrique, vous allez voir que ça correspond aux zones hautes, aux zones des plateaux, qui s'étendaient en gros de la zone des Grands Lacs jusqu'au sud, contrairement à la zone centrale ici avec le bassin du Congo et la zone au nord. Et en fait, vous savez, les chevaux, ce sont des animaux, ou les zèbres, si vous voulez, les équidés, ce sont des animaux qui vont très vite et qui se baladent sur des savanes, sur des plateaux. Ils ne courent pas dans la forêt, tu vois. Leur milieu naturel, ce n'est pas la forêt. Donc, ça fait que, naturellement, ils ont été dans ces environnements-là. Alors, il y a des questions qui se sont posées. Pourquoi les zèbres n'ont pas été domestiqués par exemple, par des populations bantoues qui se sont baladées là? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être des raisons culturelles, parce qu'ils n'ont pas pensé à le faire. Ça peut être parce que le croisement entre la migration des bantous et peut-être le temps de domestication n'a pas permis de le faire, parce que la migration des bantous, c'est quelque chose qui s'est fait assez vite. Il y a des historiens qui avancent que ça s'est fait en 1000 ans, quoi, globalement, entre 300 après Jésus-Christ et 1500, 1600, si vous voulez, de notre ère. Et donc, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de temps de domestication, alors que si vous voyez ailleurs, les échelles, on est de l'ordre de 10 000 années, enfin de 10 000 ans, si vous voulez. Et donc voilà, il y a plusieurs raisons avec l'histoire du zèbre, mais bon, peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure. Et on tête cette carte de distribution des zèbres, c'est très important, pour ne pas avancer des théories fumeuses. Dernier élément, c'est la migration des bovidés, parce que ça, c'est très important, parce que les bovidés, en gros, c'est ce qui a permis, le premier élément qui permet de passer à un autre step. Par exemple, quand vous étiez au Royaume Congo, il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas de bovidés, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils faisaient tout, quoi. Ils sarclaient la terre tout seuls avec leur houe, etc. Il n'y avait rien. Alors qu'il y a des régions où on avait déjà domestiqué les bovidés, on leur attachait des attelles, on mettait des sortes d'attirails sur leur dos avec enfin, il y a tout un système qui permettait de délester la force de travail que les hommes faisaient péniblement, on le délestait aux animaux. Et ça, c'est un gros gain en termes de productivité agricole. Il faut avoir conscience qu'au sud du bassin du Congo, il n'y avait pas les bœufs. Au Royaume Congo, quand les Portugais sont arrivés, ils n'ont pas vu, il n'y a pas de bœufs. La première fois, par exemple, que le roi d'un des royaumes du Congo, Brazzaville, qui est le royaume Téké, la première fois qu'il a vu un âne, il était hébété, il était surpris. Et ça, c'est arrivé dans les années 1881-1882. Donc 1880, c'est hier, quoi. C'est il n'y a pas longtemps. Donc, et ça, c'est très important. Mais par contre, dans les régions de l'Est, vous voyez, il y a quand même eu des bovidés.
Et notamment, c'est ce qui fait que, par exemple, il y a eu des domestications de bovidés, par exemple, chez les Maasai, chez certains peuples d'Afrique de l'Est, etc. Et même certains peuples d'Afrique australe. Mais ça s'est fait assez tardivement, si vous voyez sur les dates, parce que sur les différentes trajectoires, il y a des dates qui sont associées. Vous voyez globalement que les branches jaunes et blanches sont les branches plus anciennes et que les branches bleues sont des branches tardives. Et donc, vous voyez qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu l'introduction des bœufs, hein, qui s'est fait assez tôt. Alors qu'en Afrique centrale, jusqu'à récemment, il n'y avait pas. Et ici, pour ceux qui sont familiers avec les travaux de Cheikh Anta Diop, vous savez bien, notamment dans Civilisation Barbarie, il y a cette histoire dans la zone notamment centrale, il y a cette histoire de la zone de la maladie de la mouche tsetse, de la maladie du sommeil, qui s'attaque aux bœufs, qui s'attaque aux bovidés. Et ça fait que même naturellement, les bovidés, même s'ils étaient arrivés dans la zone, ils n'ont pas proliféré dans cette région centrale parce qu'il y avait là des insectes qui les attaquaient, en fait. Contrairement à l'Afrique de l'Ouest où il n'y a pas ça. Et pour ceux qui sont familiers avec les travaux de Cheikh Anta Diop, vous savez bien que Cheikh Anta Diop, il séparait toujours les deux aires culturelles de l'Afrique. L'aire culturelle au nord de la forêt équatoriale, qui est la zone de l'Afrique de l'Ouest en gros, hein, la zone du Sahel, et puis la zone au sud, qui était la zone où il n'y a pas eu de bœufs, il n'y a pas eu cette force de travail apportée par les bœufs qui a permis de passer un certain stade en termes de productivité agricole. Et ces paramètres-là, avec le temps, normalement, s'il y avait des chercheurs, on pourrait avoir des chercheurs qui feraient des thèses pour montrer, par exemple, la connexion entre cet état de fait-là, ces données que nous avons sur l'histoire, avec, par exemple, le manque d'intégration économique en Afrique centrale, par exemple. Entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, par exemple. On sait que l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup plus d'intégration économique. Ça marche un peu mieux que l'Afrique centrale, par exemple. Et donc, voilà, il y a des gens qui pourraient faire des thèses pour recouper tous ces éléments-là, pour montrer qu'il y a des liens, etc. Mais bon, ça, c'est de la spéculation, mais ce serait très intéressant s'il y avait des thèses qui étaient financées pour faire ça, en supposant que les gens qui ont de l'argent en Afrique s'intéressent à ce genre de choses. Moi, de ce que je vois, j'en ai quelques doutes. Voilà pour ma présentation. Ici, nous avons une magnifique photo de femmes d'Afrique de l'Ouest, de la période des années 1800, qui sont dans leur milieu pour avoir au moins une image qui illustre ce que j'ai raconté